Bienvenue sur Contrepoint, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine. Je voulais aborder les révoltes qu'il y a actuellement au Maroc, des révoltes qui sont extrêmement intéressantes à étudier parce qu'elles s'inscrivent dans un cadre mondial. On a en effet plusieurs pays qui sont touchés par des révoltes de la jeunesse. Je pense au Népal, à Madagascar, l'Indonésie également. Alors au Népal, en quelques jours, le gouvernement a été chassé. À Madagascar et en Indonésie, ça a aussi profondément bouleversé les autorités politiques. Et puis, on a actuellement le Maroc. Alors, on pourrait dire, mais qu'il y ait des jeunesses qui se révoltent dans des pays, cela n'a rien de nouveau, c'est déjà arrivé par le passé. C'est un petit peu finalement dans l'ordre des choses que les plus jeunes se révoltent contre les aînés. Néanmoins, il y a un fil conducteur qui relie ces différentes émeutes. D'abord, ce sont les motifs de révolte, d'opposition communs entre tous les pays. Révolte contre la corruption, contre une classe dirigeante qui a pris le contrôle du pays et qui contrôle notamment l'attribution des marchés publics, en clair, qui utilise des marchés publics pour s'enrichir ou pour enrichir des familiers ou des proches. Donc on a une même thématique de révolte. Et puis on a également, et ça c'est assez nouveau, des phénomènes symboliques que l'on retrouve dans l'ensemble de ces pays, notamment l'utilisation d'un symbole qui s'appelle One Piece. Alors One Piece, c'est un symbole de drapeau de pirate. Donc on a un crâne blanc sur fond noir, le drapeau classique des pirates, c'est le drapeau de Jolly Roger qui est né au XVIIIe siècle en Europe, c'est le drapeau de la piraterie. On l'a notamment dans Pirates des Caraïbes, on l'a dans Astérix, donc un symbole européen lié à la piraterie, mais qui s'est diffusé dans le monde et qui s'est diffusé notamment dans les mangas où il a été transformé, modifié pour donner ce symbole qu'on appelle One Piece, qui est donc un symbole de pirate, mais souriant, qu'on a un crâne qui sourit et qui porte un chapeau de paille. Un chapeau de paille avec un galon rouge. Et ce symbole, qui est un symbole que l'on trouve dans les mangas, a été repris par ces mouvements de jeunesse comme symbole d'organisation et comme élément un petit peu cristallisant leur révolte. Donc on le retrouve au Népal, on le retrouve à Madagascar, en Indonésie et au Maroc. Et donc c'est intéressant de voir comment on a un symbole qui naît dans la culture populaire européenne au XVIIIe siècle, qui se retrouve dans les mangas, donc culture japonaise, et qui, par le biais des réseaux sociaux, par le biais du cinéma, des vidéos qui sont transmises notamment par Discord et par TikTok, eh bien, on crée une certaine uniformité culturelle à l'échelle mondiale, ce qui fait qu'un jeune de 20-25 ans habitant au Népal, en Indonésie ou au Maroc a les mêmes références culturelles que d'autres jeunes de sa génération vivant dans d'autres milieux culturels, politiques à travers le monde. Donc il y a ainsi une forme de culture mondiale qui se crée, alors qui est très ténue, hein, ça tient à des symboles, des images, mais qui montre quand même qu'il y a une sorte de culture mondiale dans des continents, dans des milieux politiques, culturels, religieux extrêmement différents. Et donc, ce symbole One Piece se retrouve comme drapeau, comme porte-étendard dans ces pays, comme symbole, représentation d'une jeunesse en révolte contre les pouvoirs centraux. Si on regarde également ce qui se passe au Maroc, on voit que cette jeunesse se retrouve sous le nom de Gen Z 212. Donc Gen Z, référence à la génération Z, c'est ainsi qu'on désigne ceux qui sont nés, enfin la génération qui est née dans les années 1990-2000, donc il y a entre 20 et 30 ans aujourd'hui. Et 212, c'est l'indicatif téléphonique du Maroc, c'est plus 33 en France, plus 212 au Maroc. Donc ça montre une conscience de jeunesse, de génération, mais également un attachement à cet indicatif téléphonique, donc à un objet qui est très utilisé,
je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes Français qui connaissent l'indicatif téléphonique de la France. Le fait que la jeunesse marocaine s'y rattache montre aussi les liens qu'elle a avec l'étranger, notamment la diaspora marocaine présente en Europe, en Belgique par exemple, ou en France. Et donc le fait qu'il faille rentrer cet indicatif téléphonique, plus 212, quand on échange, notamment via la messagerie WhatsApp. Et donc, voyez comment se crée par la diaspora, qui peut créer un éclatement. Quand on est marocain, en Belgique, en France ou au Maroc, on a des vies différentes, donc on va avoir des cultures différentes, des références culturelles différentes, mais il y a un lien, un fil rouge qui est créé par l'usage de ces réseaux sociaux, de ces messageries, et notamment de cet indicatif téléphonique, qui est à l'origine un élément purement technique, qui sert pour le téléphone, mais qui devient un élément de reconnaissance, un élément d'identité, et c'est ainsi que cette jeunesse qui se retrouve à travers ce nom de Gen Z 212. Une révolte que l'on a dans les grandes villes, Tanger, Rabat, Casablanca, capitale économique du Maroc, mais qu'on a également dans les zones rurales. Et ce qui est intéressant également, ce sont les slogans qui sont utilisés, notamment un qui est un peu un slogan qui a pris le pas sur les autres, c'est plus d'hôpitaux, moins de stades, ou une variante où c'est des hôpitaux et non pas des stades. Pourquoi? Parce que le Maroc a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde, prochaine Coupe du Monde de football. Alors une Coupe du Monde vraiment très particulière, parce qu'elle sera organisée en Espagne, au Portugal, au Maroc, mais aussi en Argentine et en Uruguay, parce que la FIFA a voulu commémorer le centenaire de la Coupe du Monde de football en organisant des matchs dans le pays qui avait accueilli la première Coupe du Monde de football. Il faudra gérer après le décalage horaire et les distances entre le Maroc, l'Espagne et l'Uruguay. Donc on voit un choix qui a quand même surpris, qui a été assez critiqué, choix de la FIFA, assez critiqué, qui a été fait davantage pour des considérations économiques que le bon sens sportif et logistique. Attribution au Maroc parce qu'il fallait un pays en Afrique et parce que la FIFA estimait que le seul pays africain capable d'organiser une telle compétition était le Maroc. Sauf que ça coûte énormément d'argent. On le voit d'ailleurs quand on va à Rabat, beaucoup de travaux pour créer les nouveaux stades capables d'accueillir ce genre de compétition, avec les enjeux sécuritaires qui vont avec. Comme pour les Jeux olympiques d'ailleurs, le budget sécurité devient de plus en plus le principal budget dans les coûts d'organisation de ce type d'événement, que ce soit les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de football. Et donc la population se rend compte que, outre que ces marchés publics sont souvent biaisés, qui servent à honorer des familiers, des cousins, des amis du pouvoir en place, eh bien, il y a de l'argent public qui est mis pour construire des stades, alors même que les services publics basiques, notamment en matière de santé, ne sont pas assurés. Et la révolte est née notamment d'un drame survenu dans une maternité à Agadir, où il y a 8 femmes qui sont décédées à la suite d'une césarienne. Et donc, ça a été l'origine de ce mouvement. Je note d'ailleurs, même si c'est très différent, qu'en Serbie, depuis quasiment un an, on a également des révoltes dont l'origine est un peu le même problème. C'est-à-dire un accident dans une gare où vous avez la devanture de la gare qui s'est effondrée sur des personnes qui étaient présentes pour prendre le train. Il y a eu une dizaine de morts et la population serbe s'est rendue compte qu'une partie de l'argent public pour faire cette gare n'avait pas servi à faire la gare, mais avait servi à corrompre ou à graisser la patte de familiers du régime. Et donc, des matériaux de moins bonne qualité ont été utilisés, ce qui fait que la structure était de mauvaise qualité et elle s'est effondrée. On a à peu près le même problème au Maroc, où effectivement on a ces décès dramatiques de femmes enceintes, problème que heureusement on n'avons plus en France, mais qui montre un délabrement ou un problème de gestion des hôpitaux, alors même que beaucoup d'argent est mis dans des stades de football. Ça me fait penser
à un autre phénomène que l'on a en Égypte, donc de l'autre côté du Maghreb, où là, le gouvernement égyptien a mis énormément d'argent pour réaliser le nouveau musée du Caire, alors qui est un musée magnifique, qui est ouvert depuis 1 an, qui n'a pas encore été officiellement inauguré, notamment pour des raisons de politique interne. Le gouvernement égyptien craint des révoltes. Alors, quand on aime l'égyptologie, quand on aime l'histoire égyptienne, on est servi. Enfin, le touriste ne peut qu'apprécier. On a un musée qui est magnifique, qui est très grand. Les pièces sont très bien présentées. On est à la pointe de la muséographie par rapport à l'ancien musée du Caire qui est toujours ouvert, qui a un côté très suranné. Alors, c'est un côté très Black et Mortimer, année 1950, mais c'est complètement dépassé en matière scientifique et en matière de muséographie. Le nouveau musée est superbe, mais quand on sort du musée, on a littéralement, de l'autre côté de la rue, on est dans un des quartiers les plus pauvres du Caire, avec des enfants qui sont pieds nus et une population qui frappée d'un chômage important. Et donc, il y a aussi un malaise en disant que ce musée a été financé par les Égyptiens avec l'argent de l'Égypte, mais il sert surtout aux touristes internationaux qui n'ont pas payé de leur poche, alors qu'ils vont payer le droit d'entrée, enfin le billet d'entrée au musée, c'est pas grand-chose par rapport à l'endettement de l'Égypte pour financer un tel musée. Et on a le même problème au Maroc avec ces endettements pour des investissements internationaux qui ne bénéficient pas aux populations locales. On a eu récemment en France le énième rapport de la Cour des comptes qui a expliqué ce que tout le monde a dit, à savoir que les Jeux olympiques à Paris ont coûté plus cher qu'ils n'ont rapporté. On a dit ça avant les Jeux, on l'a dit pendant, ça a toujours été comme ça. Les Jeux olympiques coûtent toujours plus cher que ce qu'ils ne rapportent, et ça a encore été le cas à Paris. Alors, la France, en dépit de son état financier, peut supporter un tel coût. Pour un pays comme le Maroc, ce n'est pas le cas. Et donc, ça pose un problème effectivement de stature internationale, d'absorption de ces dépenses au détriment d'une population avec des inégalités très importantes et surtout une injustice entre des gens qui utilisent l'argent public à des fins personnelles et une population pauvre qui n'en profite pas. Merci pour votre fidélité à Contrepoint. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission géopolitique.